on traverse une période où on a peur de tout. On a peur des OGM, on a peur du gaz de schiste, on a peur du nucléaire plus que des tsunamis et des Japonais. Et on considère que le progrès est plutôt synonyme de régression que d'avancée, ce qui suscite nombre de débats. Et je vais vous demander à chacun, en 4 minutes chacun, et je vous prierai de vous y tenir, parce que c'est vous qui allez commencer, cher François. Donc je vous demanderai un minimum de discipline. La première chose, c'est pourquoi il y a un tel rejet du progrès, de la question du progrès aujourd'hui. La deuxième, c'est comment renouer avec l'idée du progrès. Et puis la troisième, c'est comment recommencer à valoriser l'innovation, puisque la France, cette année, se classe 11e au niveau de l'Union européenne en termes d'innovation. Et c'est quand même un sujet. Donc je vous laisse la parole, mon cher François, pour 4 minutes, top chrono. On va d'abord décompter ce que je vais dire, parce que vous m'avez dit c'est une soirée sur l'innovation. Et maintenant, je découvre que c'est le progrès. C'est les deux. Oui, mais moi, j'ai travaillé sur l'innovation. Je suis navré. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on commence les 4 minutes, d'accord? C'était juste pour faire chier après. Non, c'était pour vous dire ce que j'avais à vous dire. Alors, 4 minutes, 3 anecdotes, une idée et un credo. Première anecdote, un homme ou une femme, peu importe, prenons un homme, rentre dans un lieu de culte, prenez le culte que vous voulez, et qu'il n'a jamais fréquenté auparavant, et il est très surpris parce que tous les fidèles s'inclinent très profondément au moment où ils entrent dans ce temple. Donc il va s'asseoir ou s'agenouiller, enfin, vous imaginez comme vous voulez, et il demande à son voisin de gauche, il dit: est-ce que c'est fréquent? C'est un rituel que je ne connais pas. Les gens s'inclinent très profondément, mais très bas. Et le voisin lui dit: écoutez, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Moi, j'ai toujours fait ça ici. Tout le monde fait ça ici. Alors, il demande à son voisin de droite, qui lui dit: mais moi, ça fait 25 ans que je viens ici. Enfin, je vous la fais courte. Il va voir à la fin de l'office le ministre du culte, et il lui pose la même question. Et l'homme lui répond: écoutez, je sais pas, j'ai pris mon office il y a 32 ans, et ça a toujours été comme ça. Enfin, finalement, il voit un très 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 vieil homme et il lui demande si c'est un rituel tout à fait qu'il ignorait complètement, et peut-être qu'il faudrait qu'il le découvre. Et pourquoi surtout? Et le vieux homme lui dit: ah oui, non, mais avant il y avait une poutre là. Et donc évidemment tout le monde se baissait parce que la poutre empêchait de passer. Deuxième anecdote. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une anecdote. Elle provient un long travail que j'ai effectué avec François Dalle, qui est un homme que j'aimais beaucoup. Et François Dalle avait un principe extraordinairement simple. Sur son bureau, tous les matins, il y avait une feuille blanche. Et simplement sur la feuille blanche, il y avait écrit en haut: que puis-je améliorer aujourd'hui dans mon travail? Alors il m'a raconté que pas mal de gens avaient beaucoup de difficultés à respecter cette injonction. Et que d'ailleurs certains lui avaient dit: écoutez, moi je peux pas, je démissionne, j'en peux plus, la pression est trop forte. Et il concluait en me disant: vous savez, au bout de 365 jours, parce qu'évidemment il travaillait 365 jours sur 365, il dit: vous pouvez pas savoir le nombre d'innovations qu'on a engendrées en se demandant simplement ce qu'on pouvait améliorer chaque jour. Et ça veut dire bien entendu que ça touche absolument à tous les niveaux et à toutes les questions. La troisième anecdote, en fait, est une variante de la première, mais je ne peux pas m'empêcher de la raconter parce que ça va faire plaisir à Nathalie. J'ai participé un jour à un travail de réforme de l'ENA. Vous savez qu'il y a des réformes de l'ENA tout le temps. Et donc j'ai fait des propositions, et il y a des gens qui m'ont dit que c'était vraiment très bien, mais il y a un ingénieur qui avait un humour fou, qui m'a dit: écoute, ton truc est formidable, mais je vais te dire pourquoi ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que si on appliquait ce que tu préconises, l'administration va te dire: ah, c'est pas possible, parce que il n'y a pas de précédent. Alors, j'ai commencé de sourire, il me dit: attends, ça c'est 50%. On va ajouter après, et si on fait ce que tu proposes, ça va créer un précédent. Donc, on reste comme ça, et on ne bouge pas. Donc, quand vous parlez du progrès et d'innovation, ça fait 2 minutes 53. Vous arrivez... Il me reste 26 secondes. Hein. Comment? Il me reste 26 secondes sur mon œuf. Ah ben, c'est encore à décompter, cette histoire. L'idée est la suivante. Lorsque vous faites la promotion de la recherche, et de la recherche fondamentale,
notamment, enfin, parce qu'il n'y a pas de recherche véritablement appliquée. Il faut toujours qu'elle soit fondamentale. Et je vous donne un exemple, qui est un exemple célébrissime. Quand Riemann et Lobachevsky, encore 4 minutes, merci beaucoup Nathalie. Quand Riemann et Lobachevsky en 1829 et Riemann en 1851 ont imaginé un espace courbe, ou plus exactement, ont imaginé une géométrie non euclidienne, ça a fait rigoler tout le monde. Tout le monde trouvait que c'était formidable, que c'était passionnant, c'était un simple amusement de l'esprit. Simplement en 1905, c'est-à-dire 70 ans après Lobachevsky et 50 ans après Riemann, Einstein a dit que sans la géométrie non euclidienne, il n'aurait jamais pu imaginer la relativité et que l'espace courbe, évidemment, était pour lui quelque chose d'essentiel. Donc je terminerai en ayant un tout petit peu débordé, en vous disant qu'il y a un seul credo, me semble-t-il, lorsqu'on s'intéresse au progrès et à l'innovation, c'est qu'il faut aimer l'inconnu.